Bonjour Jackie, j'espère que tu vas bien. Frère Jackie, Là, ça va, Antoine. aujourd'hui on va aborder ce titre, donc pharmacologie des anesthésiques locaux. Et diaporama. Donc, Mhm. diaporama. Donc, les objectifs pédagogiques de cette idée. Donc, comprendre les bases pharmacocinétiques et les pharmacodynamiques, donc tout ce qui est donc pharmacocinétique, l'effet de corps sur le médicament, et la pharmacodynamique, c'est l'effet de médicament sur le corps. Donc, expliquer le lien entre la structure, l'activité et la toxicité, choisir l'anesthésie locale adaptée à une situation clinique. Il faut reconnaître précocement une intoxication systémique sous le nom de LAST, donc Local Anesthetic Systemic Toxication, et appliquer bien sûr rapidement la conduite à tenir, c'est une urgence anesthésique. Et enfin, prévenir les complications liées aux anesthésiques locaux. Donc, il y a les complications systémiques, complications locales, complications allergiques, etc. À l'issue de Oui. cet exposé, le résident en anesthésie-réanimation devait maîtriser l'utilisation sécurisée des anesthésiques locales au bloc et en réanimation, adapter ses choix selon le terrain, le geste, la durée, et enfin, gérer une complication grave sans paniquer. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va commencer par une introduction, structure et propriétés physico-chimiques des produits, mécanismes d'action, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique, la toxicité et la pratique des anesthésiques locaux euh, en pratique. C'est des anesthésiques locaux en pratique et on finit par une conclusion. Donc, comme introduction, donc, attends. Donc, comme introduction, quand on parle d'anesthésie moderne, on parle plus seulement de dormir le patient, on parle de contrôle de la douleur, de la sécurité et récupération rapide. Et au centre de tout ça, il y a des anesthésiques locaux. Donc, par définition, les anesthésiques locaux sont des médicaments qui interrompent de façon réversible la conduction nerveuse sans altérer la conscience. Voilà. Puis, Mhm. application pratique des anesthésiques locaux, donc les blocs nerveux périphériques, bloc axillaire, bloc fémoral, bloc sciatique, la rachianesthésie, la péridurale, l'infiltration locale, donc anesthésie locale, et l'analgésie post-opératoire. Donc, les anesthésiques locaux ont aussi d'autres propriétés, comme une propriété anti-inflammatoire, propriété anti-héparalgique, c'est-à-dire, ça veut dire quoi une propriété anti-héparalgique? C'est-à-dire, ils vont diminuer la sensibilité du système nerveux central face aux stimulus douloureux en agissant sur les récepteurs NMDA. Et ils ont aussi un effet inhibiteur sur la prolifération des cellules néoplasiques. C'est un mécanisme non encore bien élucidé jusqu'à maintenant. Très bien. Ah. Donc, il y a deux familles chimiques distinctes des anesthésiques locaux, les aminoesters et les aminoamides. En pratique courante, on utilise maintenant les aminoamides. Donc, les anesthésiques locaux peuvent être utilisés soit par application topique, c'est-à-dire application à la surface de la peau ou des muqueuses, soit par injection de l'agent à proximité des structures nerveuses, comme on fait dans le bloc périphérique, c'est-à-dire les blocs de membres inférieurs, membres supérieurs, et soit l'instillation ou bien l'infusion, c'est au niveau des espaces subarachnoïdiens ou épiduraux, dans la rachianesthésie péridurale, etc. Puis après, je vais switcher les slides. Donc, la toxicité des anesthésiques locaux peut être locale ou systémique. Donc, parmi les complications des anesthésiques locaux, c'est la toxicité. Donc, ça peut être soit systémique, soit local. Si systémique, c'est une urgence anesthésique, soit local, et on verra après ça. Un usage sécuritaire des anesthésiques locaux implique impérativement une bonne connaissance
de leur pharmacologie, de leur modalité de prescription et la reconnaissance précoce des signes de toxicité systémique pour prévenir cette toxicité et pour faire une bonne prise en charge, c'est l'émergence d'une complication. Très Donc, bien. l'historique après. Donc, structure et propriétés physico-chimiques. Donc, les anesthésiques locaux sont des bases faibles. Donc, comme on vient de dire, il y a deux familles, les aminoacères et les aminoamides. Les aminoamides sont les plus utilisés en pratique quotidienne. Lidocaïne, mipivacaïne, bupivacaïne, livobupivacaïne et ropivacaïne. Donc, tous les anesthésiques locaux, sont formés par trois compartiments. Donc, un noyau aromatique, lipophile. Une chaîne intermédiaire, ça peut être estéroamide, aussi lipophile. Et euh, une amine tertiaire qui est c'est-à-dire confère à l'anesthésie locale une hydrosolubilité. Donc, les deux premiers confèrent aux anesthésies locaux une liposolubilité, alors que la partie terminale, amine, c'est hydrosoluble. Très bien. Voilà. Voilà, c'est Ok. bon, on va aller sur ça. Donc, la liposolubilité, la constante de dissociation ou d'ionisation et le degré de liaison protéique sont des déterminants de délai d'action, de la durée d'action, de la puissance et de potentiel de toxicité. On verra ça un par un. Donc, la liposolubilité, donc une molécule liposoluble, donc augmente la diffusion membranaire parce que la membrane plasmique, c'est lipophile. Donc, la molécule, augmentation de la liposolubilité d'une molécule va augmenter la diffusion membranaire, augmenter sa puissance, augmenter la durée d'action et bien sûr augmenter la toxicité. Parce que si la molécule est liposoluble, donc il y aura une augmentation de la résorption systémique et donc la toxicité. Plus un anesthésique local est lié aux protéines, plus il reste longtemps fixé au site d'action, donc durée prolongée. Oui, la fixation protéique détermine la durée d'action. Très bien. Très bien. Donc, la constante des dissociations, c'est quoi la constante des dissociations? Donc, définie Mhm. comme un pH pour lequel la molécule se présente pour 50% sous forme non ionisée. Cette forme, elle est liposoluble, elle est diffusible à travers les membranes cellulaires et 50% se forme ionisée. C'est-à-dire, quand on dit la constante des dissociations, chaque molécule a sa propre constante de dissociation. Dans la constante de dissociation, on aura 50% des molécules de l'anesthésique locale non ionisées et 50% ionisées. Chaque, C'est-à-dire chaque forme a c'est-à-dire a des rôles déterminants. Par exemple, la forme non ionisée, elle est la forme diffusible et la forme ionisée, c'est la forme activateur de la membrane. C'est-à-dire les deux sont indispensables. Donc chaque anesthésique local est caractérisé par son pKa. La dissociation entre forme ionisée et non ionisée dépend de pKa concerné et de pH local. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, et voilà, voilà, en fonction de ça. Donc, chauffe. Si le pKa est proche de pH de tissu, c'est-à-dire il y aura une augmentation de la partie non ionisée, c'est-à-dire augmentation de la liposolubilité et augmentation de la puissance. Donc, en fonction de son pKa et de pH ambiant, la répartition entre les deux formes, c'est-à-dire les formes ionisées et non ionisées, est donc variable. Les agents dont le pKa est plus proche du pH physiologique ont une proportion de formes non ionisées plus importante, c'est-à-dire diffusant plus rapidement à travers les membranes cellulaires. Très bien. Tu as compris la notion? Ah oui, ouais. Voilà. Un pKa élevé comme la bupivacaïne, ropivacaïne, elle est plus éloignée du pH sanguin, favorise l'ionisation, c'est-à-dire le délai d'action est diminué. Donc, le pH du milieu continu, l'anesthésie locale influence
Donc, le pH du milieu contenu dans l'anesthésie locale influence l'activité du médicament, modifie le pourcentage relatif des formes basiques et protonées. Il faut mettre en tête que le pH en intracellulaire, elle est plus acide, c'est-à-dire déplace Oui, la molécule en faveur de la forme ionisée. Et ça, c'est très important parce qu'on verra après que la forme non ionisée, c'est la forme franchissable, diffusable, mais la forme activateur en intracellulaire, c'est une forme ionisée. Et pour cela, oui, donc le pH acide intracellulaire favorise la réionisation de la forme non ionisée en forme ionisée pour faire son action. Et bien très sûr, il bien. faut mettre en tête que le choc septique ou bien le sepsis va induire une acidité. Cette acidité empêche l'activation et empêche, c'est-à-dire c'est-à-dire elle va favoriser l'apparition de la forme ionisée, donc diminuer l'efficacité des Ah, anesthésiques locales. C'est-à-dire devant un choc septique ou bien un sepsis, il y aura une inefficacité de ces molécules. Par exemple, la bupivacaïne, son pKa est 8,1. C'est-à-dire dans le pH physiologique, pH à 7,40, la partie non ionisée, elle est 17%, alors que la partie ionisée, 83%. Si on fait une comparaison entre la bupivacaïne avec un pKa élevé supérieur à celle de pKa de lidocaïne, on s'aperçoit que la partie ionisée de bupivacaïne est supérieure à le constant de dissociation de lidocaïne, c'est-à-dire lidocaïne est plus franchissable et plus puissant que la bupivacaïne. Plus le pKa est proche du pH physiologique, plus le début d'action est rapide. Le début d'action, bien. c'est-à-dire le délai d'action. Ouais, Ok. Donc, le degré de liaison protéique, on résume ça par, donc, le degré de fixation protéique conditionne la durée d'action. Les molécules fortement liées aux lipoprotéines des membranes nerveuses ont une durée d'action prolongée. Voilà, c'est-à-dire les liaisons protéiques, c'est la durée d'action. La constante de dissociation, c'est le délai d'action. Et la liposolubilité, c'est la puissance. Voilà. Donc, mécanisme d'action très des bien. anesthésiques locaux. Donc, l'effet principal des anesthésiques locaux est une inhibition au blocage de la transmission de l'influx nerveux par blocage temporaire et réversible des canaux sodiques voltage dépendants. Dans les cellules nerveuses, c'est-à-dire dans l'axone, donc, il y a des canaux sodiques voltage dépendants. Donc, cette molécule va agir sur cette molécule en empêchant l'entrée de sodium en réponse à un stimulus. Donc, pas de potentiel d'action et pas de transmission de l'influx nerveuse. C'est ça. Voilà, Très là. bien. Donc, c'est une inhibition réversible de la transmission nerveuse en bloquant quoi? En bloquant les canaux sodiques, donc pas de potentiel d'action. Donc, on Très verra bien. maintenant la configuration du canal sodique. Donc, le canal sodique, c'est une glycoprotéine. C'est une glycoprotéine constituée de une seule sous-unité alpha et plusieurs sous-unités bêta. Donc, chaque sous-unité alpha est constituée par quatre domaines transmembranaires, D1, D2, D3 et D4. Chaque domaine transmembranaire, on parle de la sous-unité alpha. On a dit que c'est une glycoprotéine constituée par une seule sous-unité alpha et plusieurs sous-unités bêta. Chaque sous-unité alpha est constituée par quatre domaines transmembranaires. Chaque domaine transmembranaire est constitué par six segments. Le segment S5 et S6 pore, c'est-à-dire à travers de ce pore passe le sodium. Mais le segment S5 et S6, le pore est activé par le segment S4 qui est le segment voltage dépendant. C'est-à-dire les Très bien. anesthésiques locaux vont inhiber le segment S4. Le segment S4 inhibe le pore, donc il n'y a pas de passage de sodium. Donc, Très bien. pour résumer, le canal sodique, c'est une glycoprotéine membranaire composée d'un seul sous-unité alpha principale et plusieurs sous-unités bêta de régulation. La structure. Donc, chaque sous-unité alpha contient quatre domaines de 1 à 4. Chaque domaine contient six segments. Le segment S5, S6 joue un rôle de port. Le capteur de voltage, c'est le segment S4. Voilà.
Donc, ce canal se présente selon trois configurations, trois situations. ثلاث حالات. Soit il est en repos, soit il est ouvert, soit il est inactif. Donc, au stade de repos, tout simplement, sans entrer dans les détails, c'est le potentiel de repos. Au stade de repos, c'est-à-dire le canal est fermé. La différence de potentiel est inférieure à 70 millivolts. La deuxième phase, c'est la phase d'activation. Donc, le canal sodique s'ouvre par... Donc, ce n'est pas important d'entrer dans les détails. Donc, la stimulation douloureuse va induire à une activation de S4. S4 active le S5, S6, passage de sodium. Donc, l'entrée de sodium diminue le potentiel. Donc, c'est une cation. La cation est chargée positivement. Donc, l'entrée de sodium diminue le potentiel transmembranaire de l'axone. Lorsqu'il est atteint moins 55 millivolts, déclenche un potentiel d'action par entrée massive de sodium jusqu'à 40 millivolts. Et la phase suivante, c'est l'inactivation du canal sodique à ce stade par la sortie, c'est-à-dire donc l'inactivation de canal et la sortie progressive du potassium va faire une repolarisation de nerf et retour à son état de repos par la pompe sodique potassique atypiose. Très Voilà. bien. Voilà les formes, forme de repos, forme activée et forme inactive. Comment, donc, le titre ici, c'est le mécanisme de blocage. Comment fait les anesthésiques locales bloquent les récepteurs? Voilà le schéma. Donc, vous avez ici, attends, vous avez ici une anesthésie, donc là, le produit d'anesthésie dans la forme ionisée, donc plus, c'est-à-dire donc ion, donc va se transformer en forme non ionisée. La forme non ionisée, elle est diffusible à travers la membrane plasmique. On sait que à l'intérieur de la cellule, donc l'acidité est plus augmentée et plus acide, donc le milieu intracellulaire est plus acide que le milieu extracellulaire. Donc la molécule d'anesthésie locale va se réioniser. Et cette forme, donc la forme ionisée, c'est la forme activateur. C'est la forme active, pardon, c'est la forme active. Donc la forme non ionisée, c'est la forme franchissable, diffusible à travers les membranes. Et la forme ionisée, c'est la forme active, donc elle va agir en intracellulaire et en intracanal. Donc, elle traverse d'abord la membrane cellulaire, se forme non ionisée. Puis, à nouveau, s'ionise pour atteindre l'intérieur du canal et leur site de fixation et l'action. Voilà. C'est un peu Très la bien. pharmaco, qui fait le Ah, mécanisme d'action. Donc, on commence par la pharmacocinétique. La pharmacocinétique, tout simplement, c'est quoi? N'importe quel médicament va subir l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination. Donc, une absorption systémique rapide, donc une note importante, une absorption systémique rapide et efficace depuis un site d'injection diminue plutôt qu'augmente l'efficacité et la durée du bloc nerveux. Nous, qu'est-ce qu'on veut par un blocage c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut par les anesthésies locales? C'est-à-dire pour faire un blocage loco-régional ou local. C'est-à-dire on va agir localement. Mais si la résorption systémique est rapide, donc le médicament soit éliminé rapidement. Donc c'est pour ça une absorption systémique rapide et efficace va diminuer la durée d'action de molécules. Donc, donc, les facteurs influençant l'absorption. Quels sont les facteurs influençant l'absorption de mon médicament? Première des choses, elle est la plus importante, c'est les caractéristiques du site d'injection. Un site d'injection hypervascularisé, donc la résorption soit rapide. La dose d'anesthésie locale, le profil pharmacologique de l'anesthésie considéré, l'addition éventuelle d'adjuvants vasoconstricteurs à type d'adrénaline. L'adrénaline va c'est-à-dire va faire des vasoconstrictions systémiques, diminuer la résorption systémique, c'est-à-dire prolonger la durée d'action. Les caractéristiques de patients, le terrain, sujet jeune, sujet âgé, enfant, nourrisson, femme enceinte. Donc, le site d'injection, l'absorption est rapide à partir des sites très vascularisés. Elle est plus rapide à partir des encéphaliques, bien vascularisés qu'au niveau des membres inférieurs, c'est-à-dire le membre supérieur est plus vascularisé que le membre inférieur. Les agents plus liposolubles sont absorbés plus lentement que ceux qui le sont moins. Donc, voilà. Ainsi, une dose donnée d'anesthésique locale qui peut être administrée en toute sécurité pour un type de bloc entraîne des niveaux de plasma plus élevés, une toxicité systémique potentielle pour un autre type de bloc. Donc, chaque bloc a ses propres doses. Par exemple, très bien. je vais te donner un exemple. Là, on fait Ok. quoi? On fait par exemple la rachianesthésie.
L'arachidinesthésie, on Mhm. donne la marcaïne. On donne 12 milligrammes, 10 à 12 milligrammes. Mais dans les blocs périphériques, on donne des doses plus élevées que ça. Et on verra après les Très doses bien. maximales et les doses toxiques. Donc, vascularisation de la zone. Si, par exemple, tu donnes la dose euh, maximale pour, par exemple, pour bloquer, par exemple, le nerf axillaire, tu donnes une dose de lidocaïne maximum, par exemple, 2,5 mg kilo. Si tu donnes cette dose pour faire une arachéanesthésie, tu vas faire c'est-à-dire tu vas bloquer c'est-à-dire tu vas engendrer une toxication systémique, voire mort de patient. D'accord. Donc, ordre de décroissance de pic d'absorption, c'est-à-dire de plus haut résorbé, voire le plus bas. Donc, le scalp, l'anesthésie topique oropharyngée, bloc intercostal, bloc de plexus brachial, anesthésie péridurale, bloc ilio-inguinal et bloc sciatique. Ordre décroissant. Voilà. OK. Donc, on a parlé des caractéristiques du site d'injection. Donc, on parle maintenant, c'est-à-dire pour récapituler, on parle maintenant de la pharmacocinétique des anesthésiques locaux. Donc, les facteurs influencent l'absorption des anesthésiques locaux. Première des choses, on a cité le site d'injection. Deuxième facteur, les caractéristiques de l'anesthésie locale, la dose et la vasoactivité, comme on vient de dire. C'est-à-dire, c'est le produit et c'est-à-dire contient de l'adrénaline vasoconstricteur, elle va entraîner une diminution de la résorption par un mécanisme de vasoconstriction. Aussi, parmi les caractéristiques, l'âge. Donc, un sujet jeune, c'est pas comme un sujet âgé. Un sujet âgé, donc, avec une diminution du débit cardiaque, donc risque de toxicité. Chez un nourrisson, par exemple, les maturités hépatiques, on sait que, on verra après, que le métabolisme, c'est-à-dire de ces molécules, surtout les aminoamides, sont hépatiques. Donc, l'immaturité hépatique chez le nourrisson va induire à une accumulation de produits. Donc, l'âge, c'est un facteur très important. La situation d'hyperdépie cardiaque, d'hyperdépie cardiaque, c'est-à-dire élimination rapide de produits. Donc, élimination rapide de produits, diminution quoi? La durée d'action. Donc, Très grossesse, bien. population pédiatrique, parce que donc, la partie hydrique est plus augmentée que chez le sujet adulte. Insuffisance rénale chronique, pour le mécanisme éliminatoire. Voilà. Après, on va parler maintenant à la distribution. Donc, le volume de distribution des anesthésiques locaux, surtout les aminoamides, on verra après qu'est-ce que veut ces trucs, est plus important. Est-ce que tu connais, Zaki, la définition de volume de distribution? La définition mathématique, le rapport de quoi sur quoi? Volume de distribution, c'est Oui. la quantité du produit, la concentration, le volume diffusable. Voilà, donc là, le volume de distribution, c'est la quantité donnée de produit sur la biodisponibilité, sur la concentration plasmatique de ce produit. D'accord? Donc, Euh, les anesthésiques locaux ont un volume de distribution très élevé. Veut dire quoi? C'est-à-dire, les tissus sont bien absorbés cette molécule. C'est-à-dire, si je donne par exemple une quantité élevée de ce produit, puis dans la concentration plasmatique est diminuée, c'est-à-dire le rapport est augmenté. Donc, Très on bien. est devant une augmentation de l'absorption de ce. C'est-à-dire les aminoamides ont une volume de distribution importante, signifiant quoi? Signifiant une bonne absorption tissulaire. Tu as compris le truc, là, Zinad? Oui, c'est bon. Distribution de l'ensemble de l'organisme, donc il suit toujours un mode bicompartimental, c'est-à-dire dans la circulation, c'est-à-dire le passage dans la circulation après la résorption systémique, puis diffusé vers les tissus. Euh, il faut il faut connaître que le poumon joue un rôle de tampon de ces produits parce que les poumons vont capter ces molécules et l'éliminer. Euh, donc, comme on vient de citer, qu'il y a deux types d'anesthésiques locaux, les aminoasters et les aminoamides. Les aminoasters sont non utilisés maintenant, hydrolyse plasmatique rapide par pseudocholinesterase. Conséquence, diminue de la toxicité parce que élimination rapide dans le plasma, mais risque d'allergie par la molécule de papa. Et donc, les esters sont rapidement hydrolysés dans le plasma, donc globalement moins toxiques par rapport à des aminoamides. Voilà, les aminoamides, aïe,
OK. Donc, les aminoamides, métabolisme hépatique par cytochrome 40-50, donc exclusivement hépatique. Donc, caractéristiques, donc métabolisme non, risque d'accumulation. Donc, il faut être prudent devant des insuffisances hépatiques parce que métabolisme hépatique, bas débit cardiaque, accumulation. Et donc, même quand on dit insuffisance, quand on dit le bas débit cardiaque, c'est-à-dire le résultat, c'est quoi? C'est diminution de flux hépatique. C'est la même chose. Ouais, Diminution de flux très hépatique, bien. diminution de métabolisme, accumulation. Métabolisme. Donc, les amides sont métabolisés par le foie. Donc, leur clearance dépend directement du débit hépatique. Attention. En réanimation, attention au bas débit, risque d'accumulation et de toxicité. Donc, les esters, les métabolisme rapide plasmatique, ils sont moins toxiques. Pourquoi? Parce que leur métabolisme se fait au niveau du plasma. Il y a un risque allergique par la molécule de tabac, alors que les amides, son métabolisme est exclusivement hépatique, risque d'accumulation. Très bien. Élimination rénale, voilà. Élimination, c'est rénale, les deux. Intérêt de réduire les doses d'anesthésie locaux au cours d'administration répétée ou prolongée en cas d'insuffisance rénale. C'est-à-dire, on doit diminuer 10 à 20% selon le degré d'insuffisance rénale. Voilà. À propos de passage transplacentaire, tous les anesthésies locaux peuvent être utilisés en obstétrique. Donc, on peut utiliser en obstétrique. Passage transplacentaire limité des ALSTR. Les amides traversent facilement le placenta. Les amides traversent facilement le placenta car ils sont en grande partie sous forme non ionisée. Le passage transplacentaire de lidocaïne est supérieur à celui de la bupivacaïne. Il augmente en cas d'acidose fœtale. Utilisation avec prudence dans ce contexte. Voilà. Très bien. La pharmacodynamie ou bien la pharmacologie clinique, c'est-à-dire l'effet de médicaments sur le corps. Donc, donc, le blocage de transmission de l'influx nerveux obéit à double mécanisme. Donc, le mécanisme de blocage de ces médicaments, soit par un mécanisme tonique, qui indique une seule stimulation, soit phasique par plusieurs stimulations répétées. En cas de fréquence de stimulation lente ou de stimulation unique, le bloc est d'intensité modérée. Alors que dans les fréquences de stimulation élevées ou stimulation répétée, l'intensité de bloc progressivement augmentée pour donner des intensités élevées. Voilà. Donc, le mécanisme de bloc phasique s'applique aux fibres nerveuses, mais aussi cardiaques. Attention. Hmm, C'est pour ça très bien. l'effet cardiaque est dangereux, toxique. Donc, il y a une notion très importante, ce qu'on appelle le bloc différentiel. Je vais vous expliquer comment ça. Donc, je vais t'expliquer oralement. Donc, qu'est-ce que veut dire le bloc différentiel? Le bloc différentiel, c'est-à-dire les anesthésiques locaux sont sélectifs dans son bloc. Et il aime de Hmm, bloquer les fibres non myélinisées et d'activité rapide. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. On sait que les fibres A, delta et C ce sont des fibres de la sensibilité quoi? Thermoalgésique. Les fibres thermologique. alpha sont la motricité, les fibres A, bêta, la tactile. Donc, les deux fibres A delta et C, A delta c'est peu myélinisé et C c'est non myélinisé mais rapide, activité rapide. Donc, les canaux sont tout le temps Ouais, ouverts, c'est-à-dire dans les phases 2 et 3, la phase d'activation et l'inactivation. C'est-à-dire elles facilitent l'entrée de molécules. Par contre, les fibres myélinisées avec c'est-à-dire des gros diamètres, etc., et même le canal il n'est pas encore sollicité toujours, donc il est moins activé que les fibres plus actives comme A delta et C. Donc, ça peut l'anesthésie sensitive, mais motrice. pas motrice. J'ai un message, votre réunion se terminera dans 10 minutes. Les besoins de plus, à les mettre à nouveau. Ah, c'est grave. Donc, une sensibilité différente des fibres nerveuses, sinon on dit le deux vidéos, normal. Ah, David. Sauf un bloc différentiel des caractérisé par la dissociation, regarde, la dissociation entre le bloc moteur, le bloc sensitif et le bloc végétatif. Donc, une sensibilité différente des fibres nerveuses à l'effet des AL explique un bloc différentiel. Les gros fibres très myélinisées sont moins sensibles, que même les fibres myélinisées nécessitent un grand volume, une grande dose. خلينا بهذيك اللي كانوا مفتوحين que les petites fibres peuvent ne pas méliser. En pratique clinique, l'idéal est d'obtenir un blocage des afférences douloureuses avec peu ou pas de bloc moteur. Donc, bloc moteur signifie un bloc total. Un bloc sensitif signifie n'est pas obligatoire de faire un bloc moteur. Donc, voilà. Très bien. Mais le laisser, s'il y a un bloc moteur, c'est-à-dire obligatoirement, on a déjà un bloc sensitif. Exact. Voilà.
Voilà, donc la qualité de bloc induit par des anesthésiques locaux, c'est-à-dire la qualité de bloc terne est déterminée par la puissance, la concentration et le volume d'anesthésie. La puissance, donc, comme on en a dit précédemment, l'anesthésie locale peut être exprimée comme la concentration minimale d'anesthésique locale à laquelle un bloc nerveux complet est établi. Le pKa, la partie non ionisée va donner une puissance. Le pKa est proche du pH, il est puissant. Le volume, donc le volume nécessaire pour faire quoi? Pour faire l'anesthésie. C'est les réduit, donc ne donne pas un bloc, c'est-à-dire un bloc, c'est-à-dire efficace. Ça. Après, la concentration, bien sûr, et les anesthésiques locaux ont d'autres effets anti-inflammatoires, effets anti-hémorragiques, effets anti-tumoraux, donc non encore bien élucidés. Au-delà de blocs nerveux, les anesthésiques locaux ont des effets anti-inflammatoire, anti-hyperalgique, ce qui participe à l'analgésie. Un effet antitumoral est suggéré, mais reste encore discuté. Donc, action, voilà. Maintenant, action des anesthésiques locaux sur les organes. On va commencer par action les anesthésiques locaux sur le système nerveux central. Les anesthésiques locaux traversent facilement la barrière hématoménagée en raison de leur liposolubité. Comme tous les inhibiteurs de canal sodique, les AL sont des agents anticonvulsivants à faible concentration, mais attention, en forte concentration, sont proconvulsifs. C'est pour ça la marge de sécurité est faible avec une toxicité neurologique apparaît dès la concentration subthérapeutique. Donc, effet sur le cœur. Donc, qu'est-ce qu'il fait donc, dans les anesthésiques? Leur rôle, c'est quoi? C'est de bloquer les canaux sodiques. Dans le myocarde, il y a des canaux sodiques. Donc, effet antiarythmique. L'édocaïne, c'est le chef du fil, classe 1B. Donc, à forte dose, mais malheureusement, par ce blocage, ils vont induire à une diminution de la conduction, diminution de la contractilité, c'est-à-dire c'est un inotropisme négatif. C'est pour ça, c'est très risqué pour le cœur. C'est à des arythmogènes. Sur les vaisseaux, donc faible dose, ils donnent vasoconstriction, forte dose, vasodilatation. Ils ont un effet aussi sur l'agrégation, diminuant l'agrégation plaquettaire, mais non démontré. L'impact clinique non démontré. Donc, les anesthésiques locaux ont un effet antiarythmique par blocage des canaux sodiques, mais à forte dose, il devient cardiotoxique. Mais il faut mettre en tête que dans la majorité des cas, le premier système touché, c'est le système nerveux, puis le système cardiovasculaire. Mais avec certaines molécules comme la bupivacaïne, les deux systèmes peuvent être touchés en même temps. Par exemple, Ok. toxicité et effet adverse. On commence. Donc, la toxicité, voilà. La toxicité des anesthésiques, du coup, ça peut être systémique, et c'est une urgence anesthésique. Ça peut être une toxicité locale des tissus. Ça peut être des réactions allergiques, et surtout avec les aminoacides. Pardon. Et des effets spécifiques à certains médicaments. Comme on vient de parler maintenant sur la bupivacaïne et la simultanéité d'atteinte neurologique et cardiaque. Donc, toxicité systémique, LAST, c'est un accident rare, mais potentiellement grave. La concentration d'anesthésique locale susceptible de provoquer des accidents systémiques est inversement proportionnelle à la puissance de l'agent utilisé. Pourquoi? Regardez pourquoi. Pourquoi la concentration d'anesthésie locale est susceptible de provoquer des accidents systémiques est inversement proportionnelle à la puissance de l'agent utilisé. Relâche. C'est le relâche. C'est le relâche. La forme libre des AL est responsable de leur toxicité systémique. Donc, expression clinique de LAST systémique, c'est-à-dire local anesthetic systemic toxication, polymorphe, apparition des signes neurologiques ou cardiaques. En premier lieu, le LAST s'exprime par des signes neurologiques, puis surviennent les signes de toxicité cardiaque. Mais parfois, les deux sont simultanés. La bupivacaïne, la toxicité cardiaque, précède souvent la toxicité neurologique. Précède, mais ce n'est pas simultané. Voilà. Donc, les signes annonciateurs de toxicité neurologique, il faut arrêt immédiat de l'injection. Donc, engourdissement des lèvres, fourmillement des extrémités, céphalée, goût métallique de la bouche, malaise général avec angoisse, bourdonnement d'oreille. Ils sont marqués sous anesthésie, ils sont masqués, pardon, sous anesthésie générale et chez aniseur à cause de temps. Et pratiquement 4 minutes. Donc, ils sont masqués sous âgés et chez les nourrissons. Des signes objectifs peuvent être accompagnés de cette symptomatologie, frisson, trémulation. Donc, il patient mal في يدي يحس حاجه في فمي عفسه مره كي الحديد. Voilà. Donc, frisson, trémulation, convulsion, surtout la convulsion.
Après, on verra la conduite à tenir. Coma avec dépression cardio-respiratoire. Évolution Ah, favorable si la prise en charge est adaptée. Toxicité cardiaque, hein. Tu peux précéder la toxicité, peut précéder bien sûr la toxicité neurologique, comme par exemple l'utilisation de la bupivacaïne, phénomène dose dépendante, c'est-à-dire autant d'augmentation de la dose, donc il y aura plus d'effets de la toxicité secondaire. Donc, bradykardie parfois extrême. C'est pour ça il faut tout d'abord, avant de faire l'anesthésie locale, de faire scoper le malade, l'oxygénothérapie, ECG. Donc, bradykardie parfois extrême, élargissement du QRS, augmentation de l'espace PR dans l'ECG, arythmie, tachycardie ventriculaire, torsade de pointe, voire même FV ou asystolie. Bon, mhm. généralement, type d'ab, TV, torsade de pointe, puis asystolie à la fin. Pour les posologies élevées au massif, dépression de contractilité myocardique avec vasoplégie intense, arrêt circulatoire inaugural pour également survenir. Quand on a une injection massive d'anesthésie locale en intravasculaire, c'est-à-dire soit on Très bien. injecte beaucoup de volume, soit on injecte en intravasculaire, soit on injecte en intra-nerveux, c'est-à-dire dans le nerf directement. Ok, ok. Voilà. Puis, 2 minutes et demie. Donc, la prévention, c'est pas réduction des doses et les volumes d'anesthésiques locaux. Action sur les facteurs peuvent aggraver la toxicité, par exemple l'administration systématique d'oxygène lors de la réalisation du bloc. On a dit que le poumon joue un rôle de tampon. Donc, l'injection d'un anesthésique local doit être lente et fractionnée. L'utilisation des formes lévogires, c'est-à-dire moins cardiotoxiques, est privilégiée. Recours au guide échographique, au guidage, bien sûr, échographique pour la réalisation, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ok. Checklist last est disponible. Voilà. Le matériel, etc. Voilà, high checklist. Voilà. Puis, le traitement, mesure de rien. Donc, après intoxication systémique, arrêt de toute injection, l'alerte, puis les mesures, donc oxygénation, protection des voies aériennes, traitement des convulsions par les benzodiazépines, réanimation cardiovasculaire. Administration d'une émulsion lipidique intraveineuse, intralipide, c'est ce qu'on appelle lipide, sync lipide. Donc, c'est-à-dire une éponge qui absorbe cette molécule. C'est comme un antidote fonctionnel. Euh, Donc, last, stop injection, call for help, therapy. C'est supérieur à 70 kg, on donne des bolus de 100 ml dans une durée 2 à 3, IVL lente 2 à 3 minutes. Puis, en même temps, on fait une perfusion de 200-250 over 15-20 minutes. C'est inférieur à 70, bien sûr, bolus 1,5 ml kg dans 2 à 3 minutes avec la perfusion. C'est pas de réponse, on peut répéter le bolus une fois, deux fois. Donc, la dose maximale, c'est 12 ml par kilo. Bien sûr, la ventilation, la benzodiazépine, ABC, la règle d'ABC, donc airway, breathing et circulation, etc. D'accord? très bien. Bien sûr, c'est arrêt cardiaque, on donne une dose d'adrénaline inférieure à 1 gamma kilo parce que les adrénalines sont arythmogènes. Parce que généralement, elle va commencer par l'atteinte cardiaque, elle va commencer par quoi? Elle va commencer par des arythmies. La systolie, c'est rare et c'est enfin. Même c'est là. Donc, c'est quoi? Donc, le myocarde est intoxiqué par ces produits. Donc, Très c'est bien. pas la même cause des autres arrêts cardiaques. C'est-à-dire, tu vas quoi? Tu vas agir par des intralipides qui vont euh, détoxifier ce myocarde en donnant